La souveraineté en intelligence artificielle. Voilà un sujet qui, il y a peu encore, semblait assez théorique. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable impératif stratégique, aussi bien pour les entreprises que pour les États. Alors pour nourrir cette réflexion, on va s'appuyer sur les échanges très riches qui ont eu lieu lors de la conférence Adopt AI, et plus précisément pendant la session intitulée Own Your Data Science and AI or Lose Your Sovereignty. Et pour en parler, il y avait un panel de haut niveau. On a pu écouter l'amiral Édouard Guillot de la Fondation GEDI, Sébastien Roussec est chez Naval Group, Su Yang de BNP Paribas et enfin Yann Lechel, le CEO de Probable. Bon, voilà comment on va dérouler notre analyse. D'abord, on va essayer de définir ce qu'est la souveraineté en IA. Ensuite, on verra pourquoi c'est un impératif dans certains secteurs critiques. Puis, on parlera des stratégies concrètes pour une IA résiliente. Quatrième point, le rôle clé de l'open source. Et on terminera sur la place indispensable des États dans tout ça. Allez, on commence tout de suite par le premier point, comment définir la souveraineté en IA. Et pour ça, on va s'appuyer sur les fondamentaux posés par l'amiral Guillot. Pour l'amiral Guillot, la souveraineté tient sur deux piliers. Le premier, c'est la liberté de choix, y compris la liberté d'achat, c'est-à-dire ne pas être pieds et poings liés à un seul fournisseur. Le deuxième pilier, c'est la protection et l'autonomie. Autrement dit, avoir la pleine maîtrise de ses propres systèmes et de ses données. Mais pour que ces piliers ne restent pas que des concepts, ils posent une série de questions vraiment essentielles. La première touche à l'infrastructure. Quelle infrastructure faut-il construire? Qui doit l'opérer et à quel coût? Sans oublier le coût énergétique qui est un vrai sujet. Ensuite, deuxième question fondamentale, les algorithmes. D'où viennent-ils? Et surtout, sur quelles hypothèses scientifiques reposent-ils? Parce que la transparence sur ce point, c'est absolument crucial pour évaluer leur fiabilité et bien sûr leurs limites. Et enfin, la troisième question, celle des données. Comment sont-elles choisies, organisées, gérées? Il faut bien comprendre que ces choix ne sont jamais neutres. Ils ont un impact direct sur toute l'économie et sur les citoyens. Ok, maintenant qu'on a posé les bases théoriques, voyons comment tout ça s'incarne sur le terrain dans des secteurs où la maîtrise technologique n'est tout simplement pas une option. On va prendre les cas de Naval Group et de BNP Paribas. Alors, à première vue, défense et finance, ce sont deux mondes différents, mais l'enjeu de fond, lui, est le même. Pour Naval Group, la souveraineté technologique, c'est un moyen au service d'un objectif bien plus grand, la souveraineté maritime de la France. Et pour BNP Paribas, il s'agit d'une chose, garantir sa résilience opérationnelle. Sébastien Rousset, de Naval Group, a utilisé une analogie très parlante. Il a pris l'exemple du film « Le chant du loup », où à l'analyste sonar, une oreille d'or, fait une erreur critique sous pression et ne détecte pas un sous-marin ennemi. Et c'est là qu'il pose cette question. Imaginez que cette décision ait été suggérée par une IA étrangère dont nous ne maîtrisons ni la conception ni les données d'entraînement. Voilà, ça met vraiment en lumière le risque existentiel de la dépendance technologique. Côté secteur financier, Su Yang de BNP Paribas parle de souveraineté à travers le concept de résilience opérationnelle. Concrètement, c'est la capacité à rester sécurisé, à assurer la continuité des services et à garder un contrôle complet sur les systèmes, quoi qu'il arrive, pour protéger les données ultra sensibles des clients. Et cette exigence de résilience, elle est d'autant plus forte quand on regarde l'échelle à laquelle l'IA est déployée chez eux. On parle de plus de 800 cas d'usage, portés par 700 data scientists et 3000 autres spécialistes de la donnée. On comprend bien que la maîtrise est non négociable. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on construit cette résilience en pratique? Passons maintenant aux stratégies concrètes, qu'elles soient technologiques ou humaines. Chez Naval Group, la stratégie s'articule autour de deux grands axes. D'un côté, la technologie. Il s'agit de maîtriser toute la stack technique, avec du calcul embarqué on-premise et un audit très strict des modèles open source. De l'autre côté, c'est l'organisation, avec un centre d'excellence interne pour les talents et tout un écosystème de partenaires académiques et de start-up. Chez BNP Paribas, la démarche est similaire sur le fond. Ils ont mis en place leur propre cloud on-premise qui héberge une plateforme interne de LLM as a Service. C'est une infrastructure centralisée, chapeautée par un cadre de gouvernance très robuste qui assure un contrôle total des données et des modèles. Et si on regarde bien ces deux stratégies, on voit qu'il y a un ingrédient commun, un élément qui revient systématiquement au cœur de ces architectures, c'est l'open source. C'est Yann Lechel qui a eu cette formule très juste. Il qualifie l'open source d'ingrédient essentiel de la résilience. Pourquoi? Parce qu'il offre, selon lui, 3 garanties fondamentales. Le choix, la réversibilité et la propriété de la technologie. Et ça vient en opposition frontale avec le modèle des technologies propriétaires. Ces dernières peuvent créer ce qu'on appelle du lock-in, un verrouillage technologique. Elles créent de la dépendance et au final, on n'a qu'une simple licence d'utilisation. Toutes ces stratégies d'entreprise, c'est très bien, mais ça amène naturellement une question plus vaste. Quel doit être le rôle de l'État et de l'Europe pour accompagner ce mouvement? Et sur ce point, le constat des intervenants est assez direct. L'amiral Guillot déplore un manque d'intérêt des pouvoirs publics par le passé, une posture plus réactive que proactive et un vrai manque de coordination.
Jan Luschel va même plus loin. Il décrit une Europe fragmentée et en retard, qui devrait adopter l'open source comme une véritable stratégie continentale. Pour avancer, l'amiral Guillon insiste sur le fait qu'il faut tordre le cou à 2 idées reçues sur l'open source. Premièrement, non, il n'est pas intrinsèquement dangereux. Sa sécurité dépend de sa conception. Et deuxièmement, non, il n'est pas gratuit. Il demande un investissement massif dans la recherche et les talents. Et c'est là que l'État a un rôle essentiel à jouer. Donc, pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que la souveraineté en IA, ce n'est pas un projet d'isolationnisme, bien au contraire. C'est en fait une recherche de convergence. D'un côté, des stratégies d'entreprise fondées sur la maîtrise et l'open source, et de l'autre, le besoin d'une vision politique proactive au niveau national et européen pour soutenir cet écosystème. Rendez-vous chaque jeudi pour une nouvelle édition de Secrets de Data,